Bonjour, voici une vidéo pour vous permettre de réfléchir encore sur un support, un article donc, qui a été publié sur le site de Sylvie Simon le 5 décembre 2013, dans la mesure où elle est décédée le 8 novembre 2013, donc c'est à titre posthume. Son site a été maintenu, même encore avec des articles jusqu'en 2015, par ses proches et amis. Sylvie Simon, je vous le rappelle, journaliste d'investigation qui a énormément écrit sur la vaccination. Pendant plus de 30 ans, publié énormément de livres. Je vous laisse regarder sur Internet toutes ces publications sur la vaccination, articles et livres. Ils sont vraiment très bien documentés. C'était vraiment une journaliste qui, comme elle avait accès à tous les articles en anglais, effectivement, sources scientifiques et médicales, documentait énormément tous ces articles. Et ses livres, évidemment, donc des investigations de grande qualité. Elle n'a pas cessé pendant plus de 30 ans donc de chercher et d'aller dénicher des informations pas forcément faciles à trouver. Et a écrit aussi sur d'autres sujets, voilà, comme les pesticides et autres sujets de santé publique. Donc ici, sur son site www.sylviesimon révélation tout attaché, révélation au pluriel.com, vous trouverez cet article qui titre « Le principe vaccinal ne relève pas de la science, mais de la foi ». Je vais donc vous le lire si ça peut vous permettre, voilà, avec une vidéo et un audio, de pouvoir en prendre connaissance. Le but étant d'aller à la pêche aux infos et de vous les donner sans que vous ne passiez des heures et des heures aussi à chercher, et que vous puissiez enfin, après des années, des décennies de pensée unique et de discours toujours issus des mêmes sources, de vous faire une idée par vous-même en allant recouper toutes les sources d'informations, en allant glaner dans des endroits très différents des informations sur un sujet d'importance puisqu'il concerne la santé de vos enfants, de nos enfants, les enfants de cette terre et la vôtre. Donc, Sylvie Simon écrit dans cet article « Grâce à la croyance généralisée mais non avérée que les vaccinations suppriment les maladies infectieuses, le dogme vaccinal représente la plus grande tromperie de l'histoire de la médecine. » Ça commence fort. Les seules voix discordantes dans cet enthousiasme général proviennent soit des familles dont un ou plusieurs enfants ont été accidentés ou sont morts après un vaccin, soit des parloirs des tribunaux quand les parents poursuivent, trop peu souvent en vain, les laboratoires responsables. Trop souvent en vain, non, effectivement, donc sans grand succès pour ceux qui ont essayé, sauf dernièrement, donc avec la condamnation de Sanofi Pasteur au 21 juin 2017 en cour de justice de l'Union européenne. Il faut aller jusqu'en dehors de la France pour obtenir une décision de justice qui reconnaisse le préjudice. C'est quand même un précédent dans la jurisprudence européenne que constitue cet arrêt de la Cour de justice du Luxembourg. On le rappelle à chaque fois. Je vous renvoie toujours à la vidéo sur ce sujet, donc la condamnation du laboratoire Sanofi Pasteur le 21 juin 2017 pour lien de cause à effet entre le vaccin anti-hépatite B et le développement d'une sclérose en plaques chez le poursuivant, qui malheureusement est décédé avant d'avoir eu connaissance de cette décision de justice. Reprenons l'article de Sylvie Simon donc sur la vaccination en tant que croyance. Au cours de certaines conférences et dans les pages de prestigieux journaux médicaux, des médecins et des chercheurs scientifiques risquent leur carrière en dénonçant les effets indésirables de ces produits de consommation courante, et les parents qui accusent les laboratoires d'avoir blessé leur enfant sont confrontés à des personnalités au-dessus de tout soupçon, qui prétendent qu'il s'agit de pure coïncidence et qu'aucun vaccin n'a jamais fait de mal à personne. Exception faite des victimes, tout le monde les croit, car leurs sources sont prétendues officielles.
Nous n'avons pas perdu la foi, nous l'avons simplement reportée sur les professions médicales, disait de son temps Georges Bernard Shaw. La foi en cette nouvelle religion n'a pas faibli depuis cette époque, au contraire, elle est devenue un véritable fanatisme. On ne réfléchit plus, on croit. Et le dogmatisme vaccinal actuel pourrait être comparé aux pratiques de l'Inquisition qui brûlait tout ce qui dépassait son entendement ou pouvait mettre en péril l'hégémonie de l'Église catholique. On pourrait parodier Shaw en disant que la science est une nouvelle religion et la vaccination est son eau bénite. L'arrogance de certains médecins et chercheurs n'est pas surprenante, étant donné le piédestal sur lequel nous les avons placés. Effectivement, on a nos responsabilités en tant que citoyens, citoyennes et patients, patientes. Et certains médecins, voilà, on ne met pas tout le monde évidemment dans le même panier, hein. Ce sont ceux qui travaillent pour ces industries et ces laboratoires et le lobby pharmaceutique, le lobby vaccinal. L'arrogance de certains médecins et chercheurs n'est pas surprenante étant donné le piédestal sur lequel nous les avons placés, créant ainsi une classe d'élite à l'abri de toute contrainte et de toute suspicion. Nous avons naïvement pensé que leur diplôme garantissait leur savoir et les protégeait de sentiments mesquins, leur seul but étant d'améliorer la vie d'autrui. Nous avons commis l'erreur de croire qu'ils étaient incapables de mentir et restaient fidèles à leur serment d'Hippocrate. Je m'arrête un petit peu parce que je ne crois pas qu'un seul être humain sur Terre, dès l'enfance, même les plus réfractaires, les plus résistants, les plus anarchistes. Dites-moi si un jour vous n'avez pas eu une confiance aveugle en les médecins quand vous étiez plus jeune adulte, voilà, comme quoi c'était une profession qu'on ne pouvait pas, dont la pratique, les pratiques n'étaient pas à remettre en cause, puisque serment d'Hippocrate oblige normalement, voilà, totalement dédié à la santé humaine. Ça chamboule beaucoup. Et je pense que beaucoup de médecins aujourd'hui aussi, avec ce paroxysme des méthodes coercitives pour imposer le viol du corps humain par des vaccinations obligatoires, sont en train de basculer. Je pense que ça chamboule dans beaucoup d'esprits en ce moment encore plus qu'avant. Or, depuis quelques années, les revues médicales les plus sérieuses ont été obligées de démentir des publications qui avaient été accueillies avec le plus grand respect, mais s'étaient ensuite avérées frauduleuses et il est permis de se demander pourquoi ces fraudes n'ont pas été détectées avant leur publication et pourquoi le grand public les oublie si aisément. Le docteur Harold Sox, rédacteur en chef du journal Annals of Internal Medicine, a analysé cette situation dans son numéro du 18 avril 2006. Lorsqu'un auteur a été accusé d'avoir publié de fausses études, ses pairs examinent rarement ses autres publications, ce qui mène la littérature scientifique à être plus polluée qu'on ne le soupçonne généralement. En outre, les travaux d'évaluer continuent longtemps, quand ce n'est pas toujours, à être pris en compte et cités en référence. Et chacun répète ce qu'il a entendu comme un perroquet. L'exemple parfait est le mythe de l'éradication de la variole grâce à la vaccination de masse, alors que l'OMS n'a jamais affirmé une telle contre-vérité, mais tout le monde la reprend sans jamais vérifier les sources. N'oublions pas que la grande majorité des revues scientifiques bénéficient des annonces publicitaires de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de la revente à cette industrie d'articles qu'elles ont déjà publiés. Malheureusement, le consommateur de produits de santé ignore tout de ces trafics, comme il ignore que nombre de laboratoires qui ont été condamnés pour mensonges aggravés continuent à leur vendre d'autres produits avec les mêmes garanties de sécurité que celles qui ont mené à ces catastrophes sanitaires.
Je viens de vous proposer juste avant une vidéo d'une lanceuse d'alerte ex-responsable des ventes chez Merck, laboratoire aux USA, et donc avec le scandale du Vioxx. On pourrait tout à fait citer cet exemple maintenant avec les propos de Sylvie Simon. 2 arrêts de la Cour de cassation en date des 25 février et 14 octobre 1997 ont rappelé le droit à l'information du patient. Le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son patient et aux parents, si le patient est mineur, une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il lui propose, de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé, totalement éclairé. Ce devoir pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription. Donc 2 arrêts de Cour de cassation qui reprécisent ces dispositions légales obligatoires. Avant toute vaccination, acte médical à part entière, le médecin, comme celui qui réalise la prescription, est tenu d'informer le patient des complications éventuelles. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de complications éventuelles avec la vaccination et encore plus avec les vaccins de ces 15 dernières années. Mais comment est-ce possible, puisque le médecin prescripteur ne connaît souvent pas lui-même les risques qu'encourent ses patients, sa formation médicale étant sous la coupe de l'industrie qui s'évertue à le désinformer. Et là, encore une fois, j'interviens, je coupe un peu l'article pour dire que rien ne sert de se diviser entre patients mécontents et de se retourner contre son médecin et de se diviser en 2 groupes, les patients contre les médecins. Déjà, tous les médecins ne sont pas pareils, et tous les patients ne sont pas responsables non plus. Beaucoup peinent à s'informer ou voire même plus rarement ne veulent pas s'informer. Donc là, on ne peut rien faire pour une personne qui ne veut pas s'informer. Avec tous les moyens d'information qu'on a, il faut quand même vraiment... voilà, c'est une volonté de s'informer ou de ne pas s'informer. Mais la désinformation des médecins pendant leurs études, l'endoctrinement, il est hors de question de remettre en cause le dogme vaccinal quand on entre en études de médecine, et ce depuis 40, 50, 60 ans. Enfin voilà, ils nous le diront. On avait une vidéo avec un médecin à la retraite aujourd'hui, donc qui a plus de 70 ans, donc qui a fait ses études il y a une 50aine d'années. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé depuis, et il disait lui-même aussi qu'il n'y avait pas de formation sur la vaccination. Il n'avait pas eu de formation sur la vaccination pendant ses études. Beaucoup d'intervenants, pour d'autres interventions d'ailleurs sur les médicaments hors vaccin, sont des intervenants issus des laboratoires dans les facs de médecine. Toutes les universités de médecine sont en partie, pas complètement, infiltrées et sous la coupe de formateurs, d'enseignants issus de l'industrie pharmaceutique. Ceci étant, chaque médecin devrait exiger des fabricants de vaccins la garantie écrite de ces informations qui doivent légalement être objectives, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Donc rien n'empêche un médecin d'exiger ces informations auprès des fabricants. C'est aussi une possibilité pour lui et de sa responsabilité. D'ailleurs, en cas de litige, les instances de santé nient la plupart du temps des effets qui ont pourtant été signalés par les laboratoires eux-mêmes. C'est là que ça devient vraiment compliqué, effectivement, puisque tout est su en amont. Mais il y a une telle illusion collective et une non-remise en cause d'un dogme, comme si on allait atterrir sur le bûcher si on osait ne serait-ce qu'en parler ou poser des questions. C'est la loi du silence, l'omerta totale. Il est hors de question de même penser, même juste penser, même si vous ne parlez pas, que les vaccins n'auraient pas sauvé l'humanité et éradiquer toutes les maladies probables, imaginaires, imaginables du passé, du présent, et elles ont déjà éradiqué toutes les maladies de l'avenir d'ailleurs aussi.
En raison du mode de préparation et de la composition des vaccins, une justice indépendante qui défendrait la liberté plutôt que l'obligation pourrait assimiler tout acte vaccinal à la mise en danger d'autrui. Là, on retourne au droit, effectivement. Et il est tout à fait possible à la justice de se positionner comme ça. Une justice indépendante, comme le précise si bien Sylvie Simon. Donc, qui pourrait assimiler tout acte vaccinal à la mise en danger d'autrui par exposition de substances toxiques en violation du principe de sécurité. Ainsi, les candidates au vaccin Gardasil ignorent toutes que le conservateur de ce vaccin est le borax, le borate de sodium, classé par la réglementation européenne comme toxique depuis le 6 novembre 2008 et dont les emballages doivent légalement porter le logo à tête de mort. Comme on met dans le corps d'un être humain des produits signalés par un logo à tête de mort et considérés comme tels, donc extrêmement dangereux. A-t-on jamais vu un vaccin avec une tête de mort sur l'emballage? Alors que le borax doit être signalé par ce logo. Je me permets de l'ajouter. Les gouvernements et les élus auront-ils le courage politique de s'émanciper et de poursuivre en justice ceux qui les ont trompés et peut-être corrompus? Eh bien, pauvre Sylvie Simon, qui nous regarde de là-haut, elle doit vraiment se retourner en ce moment en 2017. En parlant de courage politique des actuels élus, ils ont un grand courage à faire ce qu'on leur dit de faire. C'est la question que les citoyens devraient poser à leurs candidats en cette période électorale. Alors, en 2017, on n'a pas eu l'occasion de poser la question, d'autant plus que ces vaccinations obligatoires, soi-disant prévues pour 2018, n'étaient pas dans le programme des candidats. Et pas plus dans celui qui a été élu avec très peu de pourcents. C'est la question donc que les citoyens devraient poser à leurs candidats en cette période électorale plutôt que de laisser ces candidats échapper à ces questions primordiales en occupant l'espace, avec le port du voile, le mariage homosexuel, la suppression du mot mademoiselle dans le langage officiel et bien d'autres problèmes mineurs qui ne mettent pas en cause des vies entières et la santé des citoyens. Nous rappelle avec bon sens Sylvie Simon à l'époque, donc fin 2013. Devant l'accumulation des preuves de la toxicité des vaccins, il est temps que les agences de sécurité sanitaire des États ou de la communauté européenne prennent dans les plus brefs délais des mesures respectant enfin les principes de précaution et de sécurité dont on parle tant et qu'on applique si rarement. Un bilan rigoureux de la politique vaccinale devrait également être établi par un collège d'experts indépendants du tout lobby pharmaceutique ou financier. Toutes les complications vaccinales devraient être référencées et chaque dossier analysé en détail. Des recherches sérieuses et véritablement scientifiques sur les effets des vaccins et de leurs constituants devraient également être entreprises, comme l'a fait très récemment l'Institut Koch en Allemagne et dont les résultats, affligeants pour les marchands de vaccins, n'ont pas eu le droit à une seule ligne dans les grands médias français. Dès l'apparition des préjudices, comme il en est pour les catastrophes, ne devrait-on pas envisager raisonnablement une participation financière de l'État qui porte une lourde responsabilité dans la survenue des drames personnels et familiaux liés aux vaccinations? Et une participation surtout financière des labos, je peux ajouter, puisque ce sont eux les fabricants responsables des dégâts. Pour l'instant, seuls les effets secondaires des vaccins obligatoires et non fortement recommandés sont pris en charge par les instances de santé. Alors là, ils sont encore en train d'envisager de trafiquer les lois pour que, entre les vaccins obligatoires, les recommandés jusqu'à dernièrement, quelqu'un qui faisait les 6 vaccins dont 3 non obligatoires ne pouvait pas aller demander gain de cause en justice puisque rien ne l'obligeait légalement à faire les 3 non obligatoires et il faut alors que la personne prouve que c'est les 3 obligatoires qui ont créé des soucis, ce qui est carrément impossible. Pour les autres, les victimes sont confrontées à une armada d'avocats devant lesquels ils n'ont aucun pouvoir ni scientifique ni financier. Quant à la justice, elle devrait pouvoir exercer le droit en toute indépendance, libérée de toute pression ou obstacle à son action. Ainsi,
à l'encontre du plaignant, un éventuel lien temporel n'est reconnu que lorsque la complication survient au plus tard quelques semaines après la vaccination et une plainte avec une constitution de partie civile déposée plus de 3 ans après la date de la vaccination incriminée est systématiquement rejetée. Or, dans la mesure où il est maintenant formellement établi que la myofascite ou la sclérose en plaques peuvent se manifester plusieurs années après l'injection, la justice et ses experts mandatés ne devraient plus écarter un lien temporel ou une plainte après ce délai de 3 ans. Il est donc grand temps de revoir tout le système vaccinal et de rétablir la justice et la liberté autant que la libre information au sujet des vaccins aux grandes dames des laboratoires qui vendent des vaccins comme une lessive à l'aide d'une publicité honteuse et mensongère. Comme le disait un pédiatre anglais, si vous voulez savoir si vous devez vacciner votre enfant, prenez un miroir et approchez-le de sa bouche. Si le miroir se ternit, c'est que l'enfant est en vie. C'est une contre-indication à toute vaccination. Faites votre choix en conscience et effectivement au-delà du miroir pour voir si votre enfant respire et est en vie. Regardez-le vraiment, vraiment, vraiment dans toute sa perfection. Même un enfant handicapé, ça reste encore une merveille de la nature. Il n'y a pas voilà, de standard, de modèle. Bien sûr, il y a tous les handicaps issus des catastrophes de pollution comme Minamata au mercure, où on a des enfants complètement déformés, ou après l'agent orange. Voilà, là on n'est plus dans ce que la nature a pu continuer de faire, on a complètement interféré pour tout détruire, mais regardez la perfection de ce que la nature met au monde à chaque enfant qui naît, et comment un système immunitaire ne serait pas au point, comme je le dis à chaque fois et je vous le répète, à tel point donc qu'il faudrait toute une batterie de seringues chargées de tous ces produits qui sont voilà, qui n'ont rien à faire dans le corps d'un être humain. J'espère que ça vous permettra de réfléchir, de vous faire votre idée par vous-même. N'hésitez pas à en discuter, que vous soyez d'accord avec tout, avec rien, avec un peu. Le tout, c'est de pouvoir partager en se respectant les uns les autres, même entre le médecin, infirmier, infirmière, le corps médical, les autres thérapeutes, les patients, les enfants, les plus jeunes. On doit toutes et tous pouvoir en discuter encore et chacun et chacune se fait son avis. Et on traitera encore de la liberté de faire ou de ne pas faire, qui est demandée actuellement et depuis des années et des décennies, et de ce grand argument qui est rétorqué, oui, mais il faut que tout le monde se vaccine, sinon, voilà, sur l'immunité de groupe avec les vaccins, qui n'est pas du tout, en regard de l'immunité naturelle de groupe après une épidémie naturelle, ça n'est pas du tout ça non plus. L'immunité de groupe est une chimère, encore une fois, et on pourra traiter débattre des arguments qui nous permettent de conclure que l'immunité de groupe, c'est encore une affirmation gratuite, sans preuve. À très bientôt.